Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur l'une des meilleures entreprises du monde, tant sur le plan fondamental que sur le plan quantitatif. Je parle bien évidemment de Microsoft. Je pense que nombre d'entre vous l'ont déjà en portefeuille. Pour ma part, je l'ai déjà en portefeuille et elle représente environ 5% de mon portefeuille total. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que l'on va se concentrer sur son business qui est en pleine croissance, qui n'est pas prêt de ralentir pendant ces prochaines années. Je parle bien évidemment du cloud. Et dans cette vidéo, nous verrons déjà premièrement la position privilégiée de Microsoft pour devenir le futur leader du stockage de données dans un marché estimé à 3000 milliards de dollars. Ensuite, nous verrons la véritable force de Microsoft, qui est son cloud et non pas l'intelligence artificielle, comme nous pouvons le lire de partout en ce moment. Nous ferons l'analyse quantitative juste après, et puis nous finirons par la valorisation, donc à quel prix on achète un business qui est incroyable comme celui-ci. Alors petit disclaimer comme d'habitude, je ne suis pas un professionnel de la finance, vous devez être responsable de vos propres investissements en faisant vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Je ne recommande pas l'action Microsoft à l'achat, je l'ai en portefeuille, faites ce que vous voulez de vos deniers. Bon, retournons un peu plus dans la vidéo. Alors Microsoft, en bref, qu'est-ce que l'on peut dire de la société? Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce fleuron américain, Microsoft, c'est une entreprise technologique. C'est la seule société à figurer dans le top 10 du S&P 500 en termes de capitalisation boursière depuis 1998. Microsoft est très bien diversifié entre la vente de matériel pour PC, les systèmes d'exploitation, les logiciels de productivité avec notamment la suite Office, les réseaux sociaux avec LinkedIn, les jeux vidéo ou la console, même avec Xbox et Activision, et forcément c'est service cloud. Alors comme on le verra dans la partie quantitative, la majorité de son business est basée sur des marges qui sont vraiment élevées, qui sont dues à des revenus récurrents provenant essentiellement d'abonnements. Et bien évidemment, depuis un peu moins de 2 ans, avec son investissement de plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, Microsoft se développe dans l'intelligence artificielle à bras-le-corps. Mais bon, assez parlé d'IA pour aujourd'hui. Pourquoi faut-il avoir du Microsoft en portefeuille? En plus, on commence bientôt l'année 2025, donc pourquoi il faudrait potentiellement acheter Microsoft dès le début d'année 2025? Pourquoi devriez-vous avoir Amazon ou même Microsoft dans votre portefeuille si vous faites du stock picking? La réponse tient en un mot, c'est le cloud. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est réellement le cloud. Ça peut être assez compliqué à comprendre et surtout les immenses opportunités à saisir pour l'avenir. Donc il faut bien comprendre ce qu'est le cloud. Bon, ce que l'on peut dire du cloud, c'est que c'est un terme qui fait référence à un immense réseau de serveurs qui hébergent et fournissent du contenu et des services comme par exemple la musique en streaming, des jeux vidéo, des logiciels, des fichiers, des contenus médias sociaux et vidéos, etc., etc., qui vont pouvoir être consultés partout via son téléphone, son PC, sa PlayStation, son iPad, etc., à condition d'avoir une connexion Internet. C'est la seule condition. Forcément, je pense que vous l'avez compris, la consommation quotidienne de données est énorme et on va rentrer un peu plus dans le sujet. D'après le graphique fourni par Statista, il y a eu 147 zétaoctets d'informations créées, copiées ou consommées en ligne dans le monde cette année, donc l'année 2024. Soit 147 000 milliards de gigaoctets, c'est absolument colossal. La demande du cloud est grandissante, dites-vous qu'en 2010, la consommation mondiale de données était d'environ 2 zétaoctets et elle devrait dépasser les 180 zétaoctets d'ici l'année prochaine, donc les 180 000 milliards de gigaoctets. Ce chiffre va continuer d'augmenter au même stade que le nombre d'utilisateurs d'Internet augmente sans cesse. De plus en plus d'entreprises migrent progressivement leurs opérations de leur propre centre de données vers le cloud. Par exemple, les services de streaming, donc là Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., quant à eux proposent toujours plus de contenu à toujours plus de personnes avec des résolutions toujours plus élevées. On peut même parler du 8K en ce moment. Et via notre service d'abonnement, nous pouvons accéder aux mêmes données que tous les autres utilisateurs de ce service en même temps.
Mais alors, où sont stockées toutes ces données? Eh bien, très probablement sur le cloud. En tout cas, c'est sûr pour Netflix et Amazon qui utilisent les serveurs AWS. Alors maintenant, si on regarde de plus près les prévisions concernant le marché mondial du cloud pour ces 10 prochaines années, qu'est-ce que l'on peut voir de tout ça? Alors attention les amis, hein, personne ne peut prédire l'avenir. Le marché va augmenter, ça c'est sûr, mais on ne sait pas forcément à quelle vitesse, ni quelles nouvelles technologies disruptives arriveront. On ne sait rien de tout ça. Ce sont des statistiques, hein, c'est à prendre avec des pincettes comme d'habitude. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Bon bref, si on retourne sur le graphique, qu'est-ce que l'on y voit? Ben déjà, c'est que le marché triplera à partir de maintenant jusqu'en 2033 autour de trois parties. Le Software as a Service, donc le SaaS, c'est un service où les utilisateurs accèdent à un logiciel via Internet sans avoir besoin de l'installer localement. Tout est géré par le fournisseur, donc l'infrastructure, la maintenance et les mises à jour. Qu'est-ce que l'on peut donner en exemple? C'est tous les outils de productivité de la suite Office 365, donc Word, Excel, PowerPoint, on peut même donner Teams ou OneDrive par exemple. Ou encore Xbox Game Pass, hein, c'est le Netflix des jeux vidéo en gros, qui a été renforcé par l'ajout de nouveaux jeux vidéo clés comme Call of Duty, suite au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft en 2022 pour 43 milliards de dollars de mémoire. Alors il y a le SaaS, il y a aussi le IaaS, donc l'infrastructure as a service. Ici, Microsoft propose à ses clients le stockage, la protection et la sécurité de leurs données en déplaçant leurs opérations vers ses propres serveurs physiques. Les serveurs sont situés dans d'énormes centres de données avec des pare-feux et des protections de sécurité. Et pour finir, donc, il y a le SaaS, le IaaS et il y a le PaaS. Le PaaS, c'est Platform as a Service. Bon, en gros, il s'agit d'une plateforme destinée aux développeurs qui va leur fournir des outils pour développer, tester, déployer et gérer des applications sans qu'ils se soucient de l'hébergement et de la gestion des bases de données. Et là, en exemple, ça va être Azure App Service et Azure Function. Donc, ce sont deux outils proposés par Microsoft aux développeurs. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais dans les exemples, Microsoft est présent sur tous les marchés. Alors le dernier graphe, c'est le Cloud Provider Market Share Trend. Donc dans ce graphique, nous pouvons remarquer que Microsoft et Google sont les deux seules entreprises qui affichent une croissance importante de leur part de marché. Elles sont passées de 15% à environ 23% entre fin 2018 et mi-2024 pour Microsoft, tandis que pour Google, elle est passée d'environ 6,5% à 13% sur la même période. Bon, à savoir que Google, je l'ai également en portefeuille et c'est la plus grosse position que j'ai. Par contre, on voit aussi dans le graphique que Amazon et notamment ses serveurs AWS, quant à eux, perdent lentement des parts de marché depuis 2018, ce qui est forcément pas très bon pour eux. Mais néanmoins, ils occupent la première place dans le segment du cloud. Et donc pour ceux qui se souviennent du deuxième graphique que je vous ai partagé, le marché du SaaS, PaaS et IaaS pourra atteindre 3000 milliards de dollars d'ici 2033. Donc là, ce que l'on peut dire, c'est que Azure serait sur un marché, alors si on enlève la partie non logicielle, qui représente environ la moitié de cette opportunité, donc la moitié des 3000 milliards de dollars, ce qui est vraiment colossal. Et oui, on peut dire que Microsoft peut nous proposer de belles choses dans l'avenir. Alors maintenant, c'est parti pour l'analyse quantitative. Donc comme d'habitude, on se retrouve dans l'application IQ Invest. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Vous pouvez en bénéficier avec le code JINVEST10 pour moins cher, du coup, avec un code de réduction de 10% sur vos abonnements annuels et mensuels. Donc profitez-en, tout est marqué en description. Sur ce, c'est parti. Donc Microsoft Corporation, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc 453 dollars en ce moment, c'est son prix d'achat, donc ticker MSFT, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc on va mettre les données en total return, c'est fait. Alors Microsoft, le CAGR, il est très bon, hein, parce que sur les 5 dernières années, il est à plus de 25%, avec une linéarité quasiment parfaite de 0,9. Contre le S&P 500, qui lui a un CAGR en deçà, à 13,63% et une linéarité également en deçà à 0,84. La note quantitative, je pense qu'elle parle d'elle-même, hein. On est à 19 sur 20, donc c'est absolument exceptionnel.
Mais en fait, tout est dans le vert, hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Tout est beau, tout est magnifique dans la partie quantitative chez Microsoft. On voit que le ROIC sur 10 ans, il est à 24%. Le ROCE sur 10 ans, on est à 23%, qui est en augmentation en plus par rapport aux 31% en ce moment, donc cette année. La croissance du chiffre d'affaires, elle est récurrente et elle est en croissance aussi, avec une croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans à 13% et sur un an à 16,4%, ce qui est très très bien. La prédictibilité est exceptionnelle, on est à 98%. Les free cash flow, c'est aussi en croissance. Alors, légère croissance, hein, quasiment 1 point de pourcentage, mais ça reste de la croissance. Puis même, les free cash flow sont très bons à 13,9% sur 10 ans de la croissance médiane des free cash flow. Les dividendes sont également en croissance à 10,3% sur 10 ans. Et Microsoft a augmenté ses dividendes pendant 21 années consécutives et elle continue. Alors sans plus tarder, on va aller dans le segment quantitatif. Donc les revenus, on voit qu'ils ont une belle courbe. Alors on va se mettre sur 20 ans, ça sera plus simple. Hop, ça sera plus parlant. Donc on voit que la courbe est très belle et très linéaire. Donc ça, ce sont le chiffre d'affaires. Si on regarde le free cash flow, c'est pareil, hein, c'est vraiment très très bon. On voit que depuis 2018, ça a vraiment cartonné avec des free cash flow qui arrivent à 74 milliards de dollars en 2024, donc vraiment très très bon. Les ratios de retour sur capitaux sont très bons également. Alors même si on voit qu'il y a une certaine cyclicité avec des revenus à un chouïa plus haut en 2024 par rapport à ceux de 2005, mais ça reste quand même des ratios de retour sur capitaux qui sont très élevés. On voit avec des ROIC égal à 19. Alors on va se mettre sur 2024, donc le ROE à 32, le ROCE à 28 et le free cash flow ROC à 19,14, qui est vraiment très très bien. Alors ici, niveau rentabilité, donc la marge brute, on est passé de 84% à 69%, donc une diminution de la marge brute, excusez-moi, mais par contre on voit qu'il y a une amélioration, donc une efficience dans l'opérationnel, parce que les marges opérationnelles et marge nette ont augmenté sur 20 ans, parce qu'en 2005, la marge opérationnelle était à 36% et elle est aujourd'hui à 44%. Et la marge nette, on était à 30% en 2005 et aujourd'hui nous sommes à 35%, ce qui fait 5 points de plus, c'est très très bien. Les actions en circulation, elles sont en diminution et ça continuellement, donc c'est très très bien. À savoir que Microsoft a racheté LinkedIn et a racheté Activision Blizzard pour des montants quand même assez colossaux, plusieurs dizaines de milliards de dollars, et on voit qu'il n'y a jamais eu d'actions en circulation, enfin d'augmentation du nombre d'actions, donc voilà, aucune dilution des actionnaires au cours de ces 20 dernières années. Alors, on va voir la dette aussi, donc de ratio dette sur EBITDA. Au plus haut, en 2018, on était à 2,49. Voilà, c'est pas grand chose, hein. Franchement, il n'y a rien d'inquiétant. Et aujourd'hui, en 2024, donc on est à 0,73, ce qui est vraiment voilà, une entreprise quasiment pas endettée. Et de toute façon, si on regarde vraiment plus loin, plus en détail, alors on va se mettre dans les free cash flow, les flux trésorerie, c'est tout en bas. Ouais, il y a 74 milliards de free cash flow générés cette année, 59 milliards l'année dernière et 65 milliards de free cash flow générés il y a de ça 3 ans. Donc Microsoft, c'est une véritable machine à cash. C'est une entreprise qui génère énormément d'argent. Et forcément, ce qui ne la rend quasiment pas endettée. Et même si elle serait vraiment endettée à des niveaux stratosphériques, elle génère tellement de cash à côté qu'elle pourrait payer sa dette comptant sans aucun problème. Et si on se met cette fois sur les données à 30 ans pour regarder le dividende, alors hop, dividende. On voit que depuis 2003, on est passé de 0,08 cents à aujourd'hui, en 2024, à 2,93 dollars, ce qui est fait vraiment une très belle augmentation de façon linéaire et continue, vraiment quasiment parfaite, depuis plus de 20 ans.
Bon, je pense que l'on a fait le tour sur l'analyse quantitative. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, pour pas que ça soit une vidéo trop longue, on fasse le point sur la valorisation. Pourquoi? Parce que la valorisation, ça va vraiment définir notre performance à la fin. Si vous achetez Microsoft trop cher, votre performance n'en sera que réduite. Ça vaut pour absolument toutes les actions et surtout même les actions de qualité qu'on a tendance à toujours trop surpayer. On va jamais surpayer un Total ou un Renault, enfin en tout cas il faut vraiment éviter, mais par contre voilà, des entreprises comme S&P Global, Google ou encore Adobe par exemple, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, Adobe, ce sont des entreprises de qualité. On a toujours tendance à vouloir voilà, pas rater le train, donc à acheter ça trop cher. Ce sont des business exceptionnels, mais ce sont des business qui s'achètent vraiment cher, et Microsoft bah forcément en fait partie. Donc restez bien avec nous, on va aller tout de suite dans la valorisation. Alors, à savoir qu'il y a un paramètre qui a changé, c'est que maintenant, ce sont les free cash flow par action TTM, donc les 4 derniers trimestres glissants, ce qui est beaucoup plus parlant que prendre les 4 derniers, enfin les 4 trimestres de 2023, forcément. Et c'est pareil pour le bénéfice par action, on a pris les EPS en TTM, donc les 4 derniers trimestres. Alors, le free cash flow. Donc il y a eu 9,78 $ de free cash flow par action généré sur les 4 derniers trimestres. La croissance future du chiffre d'affaires est estimée à 14,2%. Les free cash flow sur 10 ans, on les a vus tout à l'heure, ils étaient à 13,9%. Et c'est identique sur les free cash flow à 5 ans, à 13,9%. Et j'ai mis une croissance prévue à 12%. J'ai mis un peu en deçà. J'aurais pu mettre 13,9, 14%, mais j'ai préféré mettre 12. Vous le savez, je préfère jouer toujours la sécurité. Par contre, je ne vais pas mettre 8. C'est vrai que d'habitude, j'ai plus tendance à mettre de la croissance prévue vraiment en dessous. Mais là, 12, c'est 2 points de moins que les free cash flow actuels. Pourquoi? Tout simplement parce que Microsoft, vu que c'est une entreprise exceptionnelle, pour moi, elle mérite quand même un petit premium. Microsoft, c'est la plus belle boîte du monde en termes de business model, de marge, de produits et même de services. Nos parents ont appris à la découvrir, nous sommes nés avec, en tout cas ma génération, et nos enfants connaîtront son évolution dès le départ. Donc voilà, pas forcément besoin de mettre des estimations trop pessimistes selon moi. Je garde une croissance prévue à 12% parce que Microsoft, pour moi, a un premium. C'est vraiment une entreprise exceptionnelle comme il y en a peu en ce moment. Et j'ai mis un multiple final à 35. Alors c'est vrai que c'est assez rare, hein. Pour moi, un multiple final qui dépasse les 30, j'ai tendance à avoir flou. Mais quand on voit que le price to free cash flow sur 10 ans, on est à 28,76 et en ce moment à 46,43. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Alors 28,76 pour moi, ça me paraît vraiment trop peu. Et 46,43 pour moi, ça me paraît vraiment beaucoup trop. Donc voilà, on a pris un peu la moitié. Le multiple final à 35. Alors ce que j'ai regardé, ce que j'ai marqué, voilà, c'est une boîte qui se paye historiquement cher et si on veut la mettre en portefeuille, il ne faudra pas trop être exigeant sur la valorisation. Il faut être quand même exigeant, mais voilà, faut pas être non plus trop tatillon dessus. Si on regarde un peu en détail, on voit que même en 2022, lors de la crise technologique, le price to free cash flow était de 26. Donc voilà, si on veut acheter Microsoft avec un price to free cash flow de 22, ce n'est pas prêt d'exister. En tout cas, il faudra vraiment être patient parce qu'il faudrait donc nécessiter des ratios de valorisation qui arrivent voilà, dans les années 2018, ce qui est vraiment, vraiment pas prêt d'exister. Mais forcément, pour avoir une boîte qui a un CAGR de 25,78% sur 10 ans et 0,96%, donc une linéarité vraiment quasiment parfaite sur 10 ans, il faut être prêt à payer un peu plus cher que d'habitude vos boîtes et donc forcément payer un joli premium. J'ai mis 35 en multiple final. Ce qui nous donne un prix final sur 5 ans de 603,24 $, contre aujourd'hui 453 $. Ce qui nous fait un CAGR estimé voilà, sur 5 ans de 5,85%. C'est trop peu, ça ne permettrait pas à mon portefeuille de battre le S&P 500 parce que le prix juste estimé serait à 342 $. Donc, Microsoft, c'est une entreprise exceptionnelle, mais si vous devez l'acheter, achetez-la à partir des 342 $. Allez, on serait gentil si on donne 350 $. Moi, je commencerai à me blinder parce que là, on voit que 453 $ aujourd'hui le cours de l'action pour un prix final
estimé à 603 $, et ben la marge de sécurité n'est pas respectée. On payerait vraiment un premium de 32% pour avoir 12% de CAGR annuel. Donc c'est vraiment trop peu. Je préfère passer mon chemin là-dessus. Par contre, ça reste dans ma watchlist, tout en haut de ma watchlist. Et dès 2025, s'il y a une opportunité, voilà, à 350 $ à peu près l'action, je commencerai à me renforcer sur Microsoft. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, elle occupe une trop petite partie de mon portefeuille à 5,02%. Voilà, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez Microsoft en portefeuille, si vous comptez vous renforcer dessus, ou si au contraire vous n'aimez pas le titre. Voilà, je serais vraiment très curieux de savoir. Voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, bonne fête de Noël, on va se retrouver nous juste après les fêtes. Ciao ciao.